pour ceux et celles qui auront noté des questions à nous poser cet après-midi. Super. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Stéphanie Archambault. Je suis la secrétaire générale et la directrice des affaires juridiques au Collège. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir sous ma responsabilité le bureau d'intervention et de prévention. Aujourd'hui, Valérie vous l'a dit, je vais être co-animatrice, mais je vais surtout être son soutien technique. Et parce qu'on avait envie de vous entendre et d'interagir avec vous et que la formule ne le permettait pas nécessairement, on a décidé de faire appel aux technologies et de vous sonder. Alors, au cours de la présentation, on va vous sonder à quelques reprises. Et donc, si vous avez vos téléphones cellulaires, je vous invite soit à numériser le code barre, donc scanner le code barre qu'il y a là, ou à vous brancher au whoopclap.com et là de mettre le numéro de l'événement qui est le ZGSAGN. J'ai testé le texto encore ce matin, ça ne fonctionne pas, donc je vous invite vraiment à privilégier les deux autres méthodes. La plus simple étant, si vous êtes capable de numériser le code barre, de le faire. Alors, je vous donne une petite minute, là, puis j'attends de voir les visages dans la salle qui me diront si oui, ça fonctionne. J'ai des pouces en l'air, donc je comprends que ça fonctionne et qu'on peut y aller. Et comme on a envie de vous entendre, bien, la première question, elle est pour vous et elle va comme suit. Selon vous, selon votre propre perspective, quelles sont les conditions à mettre en place pour avoir un environnement sain et sécuritaire? Ce qu'on a Oui, ben, revenir sur le code barre est encore là. Ah, OK, ben, je reviens avec plaisir. C'est le ZGSAGN. Parfait, ça fonctionne. Donc, je reviens à ma question qui était, quelles sont les conditions pour vous qui sont nécessaires là, pour mettre en place un environnement sain et sécuritaire? Et ce que j'ai envie d'entendre, c'est ce que vous en pensez. Je ne veux pas avoir la bonne réponse, je ne veux pas avoir les réponses théoriques, scientifiques. Vraiment, vous, selon votre expérience personnelle, c'est quoi les meilleures conditions, les conditions favorables pour que vous vous sentiez là, dans un milieu sain et sécuritaire? Et donc, je pars le moment de répondre à la question. Vous pouvez mettre un mot, deux mots, quelques mots, là, allez-y avec ce qui vous vient en tête spontanément. Excellent. Bien, si on regarde rapidement les réponses qui ressortent, vous allez voir que les réponses qui sortent en plus gros, c'est les réponses qui reviennent le plus souvent. Alors, je pense qu'ici, il semble y avoir un consensus que le respect est une condition essentielle pour un climat de travail sain et sécuritaire. Viennent rapidement après l'écoute, l'ouverture, et là, plusieurs autres clés qui permettent de mettre en place le climat de travail sain et sécuritaire. Alors, je te cède la parole pour la suite. Merci. Merci. On pourra prendre le temps de regarder toutes les réponses avec un petit peu plus de profondeur à la fin. Pour faire un retour sur ce petit sondage-là, on va vous présenter en fait ce qu'en dit d'abord la science, des conditions à mettre en place pour un environnement sain et sécuritaire. Ensuite, ce qu'en disent les personnes et enfin, ce qu'en disent nos politiques, pour ensuite vous présenter un certain nombre de clés qui nous permettront d'avoir une action sur cet environnement-là sain et sécuritaire. Ce qu'en dit la science, alors, bien d'abord, l'Institut national de santé publique du Québec puis la chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail élaborent depuis de nombreuses années une panoplie d'études et de recherches sur ce sujet-là en particulier, entre autres. Et ils ont élaboré donc au fil là, du temps un certain nombre de facteurs de risque individuels, de facteurs de risque organisationnels également, et de facteurs de protection. Donc, je vais pouvoir vous les présenter tout de suite après.
Lorsqu'on parle des facteurs de risque, vous ne serez pas surpris là, ou surprise d'apprendre que la détresse, dans les facteurs de détresse psychologique, on va retrouver un niveau élevé d'exigence psychologique, donc de stress élevé. Certains métiers sont plus susceptibles de déclencher ce type de facteurs-là, de facteurs de risque-là. Un niveau faible de reconnaissance également au travail fait partie des facteurs de risque. Et le fait d'être souvent ou très souvent l'objet de harcèlement psychologique au travail est un des 3 principaux facteurs de risque de la détresse psychologique. Au niveau des facteurs organisationnels, quand on parle de risques psychosociaux, on fait référence notamment à la reconnaissance au travail aussi, comme on l'a vu, mais également sur le manque de soutien social. Ici, on parle de manque de soutien social autant de la part des collègues que de la part de la gestion, de nos gestionnaires, de nos supérieurs. On va aussi parler de la faible autonomie décisionnelle. Donc, il y a une série là, de 5 facteurs de risques psychosociaux organisationnels qui sont identifiés. On a également ici l'insécurité d'emploi et le dernier, le 3e facteur de risque organisationnel, c'est la banalisation de la violence au travail. Alors, je me permets de vous lire là, très brièvement un passage de l'INSPQ à ce sujet-là qui nous dit que plusieurs études vont cibler la normalisation de la violence au sein de la culture organisationnelle comme l'un des facteurs de risque de la violence au travail, dans le sens où les travailleurs et les employeurs peuvent croire que la violence fait partie du travail, particulièrement lorsqu'il est question de violence psychologique. Ce facteur a comme effet de rendre la violence invisible, puisque les travailleurs et les employeurs ne rapportent pas les incidents de violence, rendant ainsi la prévention difficile. Tant les collègues que les supérieurs hiérarchiques peuvent contribuer au processus de normalisation de la violence. On retrouverait ce phénomène de normalisation de la violence dans le secteur de l'éducation et celui de la santé plus particulièrement. Donc, on sait que ces facteurs-là, individuels et organisationnels, existent. Il existe également des facteurs de protection organisationnelle. Donc, on a la possibilité d'aller lire là, évidemment sur le détail de ces 13 facteurs-là, dont j'ai voulu là, vous présenter certains d'entre eux. Stéphanie, je me permets de m'approcher pour juste être sûre que je ne les manque pas ici. Je voulais mettre l'accent sur le soutien psychologique et social. Donc, on en a parlé comme un facteur de risque. C'est donc évidemment aussi un facteur de protection. Plus il y a de cohésion dans le groupe, plus j'ai le support de collègues et de mes supérieurs, c'est un facteur important de protection. Ensuite de ça, évidemment, la courtoisie et le respect. On va parler de plus en plus de civilité. On fait référence à ces notions de courtoisie, de respect. C'est un facteur de protection contre la violence en milieu de travail. L'engagement, la participation, ma capacité d'influence également dans les décisions, dans les prises de décision collectives, par exemple en assemblée départementale. La protection de la sécurité psychologique. Alors, qu'est-ce qui est mis en place par l'organisation, notamment pour mettre des protections sur la santé psychologique, le harcèlement psychologique. Donc, on va revenir tout à l'heure sur un certain nombre de clés organisationnelles qui viennent répondre à ces facteurs de protection-là. Tout à fait. On a également, on trouvait intéressant de porter à votre connaissance des résultats de sondages qui ont été faits pour savoir ce que les employés, eux, en pensent. Et un des sondages très intéressants qu'on a trouvé, c'est un sondage qui a été fait par l'équipe de Google auprès de leurs employés. En fait, ils ont sondé 200 employés pour savoir quels étaient les éléments clés pour avoir une équipe performante, ce qu'on appelle un Dream Team. Ils partaient de l'hypothèse que c'était pas compliqué. On avait juste à mettre autour de la table des gens qui avaient des capacités intellectuelles et des habiletés personnelles qui étaient complémentaires et qu'avec ça, on arriverait à créer l'équipe parfaite, l'équipe qui serait performante. Et donc, on partait de l'idée que, par exemple, si on mettait un récipiendaire de la Bourse de Rhodes avec 2 extravertis, un ingénieur qui est reconnu mondialement dans son domaine et une personne qui est titulaire d'un doctorat, et là, on arriverait à avoir la recette magique à reproduire pour toujours créer des équipes performantes, là, les fameuses Dream Team.
Après avoir mené plus de 200 entrevues auprès de leurs employés, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient complètement gourés, que leur hypothèse était complètement fausse et que c'était pas du tout une question de qui on mettait autour de la table, mais plutôt de comment les gens interagissaient entre eux, quels objectifs communs ils se donnaient et le sens qu'ils mettaient dans leur travail, qui allait faire la différence puis qui allait créer ces fameuses équipes parfaites. Alors, ce qu'ils ont constaté des entrevues qu'ils ont menées, c'est que pour que les gens soient bien, puis qu'ils aient le goût de contribuer puis de collaborer, bien, la première chose que ça prend, c'est de se sentir en sécurité. Puis quand on parle de sécurité ici, là, on parle de la sécurité pour pouvoir prendre des risques, pour pouvoir innover, créer, essayer des nouvelles choses. C'est aussi la sécurité de pouvoir vivre des échecs. Puis en lisant ça, on pensait beaucoup aux étudiants qu'on disait, ben eux aussi sont dans cet état-là où il faut qu'ils apprennent des nouvelles choses, qu'ils essaient des nouvelles choses, puis qu'ils vivent des échecs. Donc se sentir dans cette sécurité-là, mais aussi dans la sécurité de montrer ses vulnérabilités, parce qu'on n'est pas toujours capable, on a parfois besoin d'aide. Le deuxième élément, c'était la capacité de pouvoir compter sur ses collègues. Alors, est-ce que mes collègues sont fiables? Est-ce qu'ils vont respecter les échéanciers, vont contribuer à la même hauteur que moi pour qu'on atteigne ensemble les objectifs et qu'on arrive aux résultats qui sont escomptés? Le troisième élément, c'était de bien connaître les rôles et responsabilités de chacun dans l'équipe. Qui va faire quoi? Comment on va le faire? C'est quoi nos processus communs qu'on va se donner pour y arriver? Finalement, ben, c'était l'idée d'avoir du sens. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je vais améliorer? Est-ce que je vais bonifier? Est-ce que je contribue? Qu'est-ce que ça va donner, ce que je vais faire comme travail? Et finalement, est-ce que je vais avoir de l'impact? Alors là, je vous parle d'une multinationale américaine. Puis j'avais envie de vous dire qu'au Québec aussi, il y a des sondages qui sont menés comme ça. Elles sont menées quotidiennement par la firme de sondage Léger. Et ce qu'ils ont développé, c'est l'indice du bonheur au travail. Et donc, quotidiennement, il y a des employés qui répondent à des sondages pour savoir c'est quoi leur perception personnelle de leur état. Et de ces sondages-là, c'est dégagé 10 facteurs qui ont un impact important sur le bonheur au travail, sur le bien-être au travail. Et vous allez voir, ça rejoint ce qui avait été découvert chez Google. C'est-à-dire que la première chose, c'est un droit à l'intégrité. Et là, quand on parle d'intégrité, ici, là, on parle d'authenticité. Alors oui, il y a l'organisation, oui, il y a l'équipe, mais moi, comme personne, je suis aussi reconnue et valorisée. Donc, premier élément important. Le deuxième, c'est le respect. Et je rejoins Valérie, encore là, on parle de civilité. Comment on échange, comment on se traite, le ton qu'on emploie, la façon qu'on exprime sa dissidence ou son accord avec les idées qui sont proposées a un impact important. Troisième élément, le climat de travail, nécessairement. Le quatrième intéressant, c'est la correspondance. Alors, est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Je peux tolérer que dans ma tâche, j'aime peut-être pas tout ce que je fais, mais il faut au moins que la plupart des éléments ou des fonctions que j'occupe m'apportent une satisfaction et me permettent donc de me réaliser. Ensuite de ça, on cherche l'équilibre, que ce soit l'équilibre travail-vie personnelle, travail-vie familiale ou travail-vie sociale, mais on cherche à avoir cet équilibre-là. Bien entendu, dans le bonheur, il y a nécessairement la rémunération et la reconnaissance. Et finalement, il y a le sentiment d'appartenance. Je veux sentir que je fais partie du groupe, que je suis un contributeur là, à l'équipe. Et finalement, que j'ai la chance de me dépasser, d'apprendre et de toujours évoluer. Alors, c'est en somme là, ce qui a été obtenu des principaux sondages qui ont été faits là, quotidiennement auprès des salariés québécois. On a aussi pris des positions au niveau de notre organisation et je voulais vous présenter les principales mesures qu'on a en place au collège. On a d'abord les conventions collectives qui prévoient dans chacune d'entre elles qu'on doit favoriser un milieu de travail qui est sain et sécuritaire. Mais au-delà des conventions collectives, on s'est aussi doté de 2 politiques qui traitent de ces engagements-là. Alors, on a la politique pour contrer la discrimination, le harcèlement psychologique et la violence, et qu'on appelle communément la PO34, et on a la PO35, qui est notre politique qui vise à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au collège. Et en relisant les PO 34 et 35, je me suis attardée au préambule et je vais vous le lire parce que je le trouve vraiment intéressant.
pour vous transmettre en fait notre position commune sur ce qui est la prévention. Alors, le collège s'engage à favoriser un climat d'études et de travail qui incite à la collaboration et au respect mutuel des personnes. Les membres de la communauté ont droit à leur dignité et à leur intégrité physique et psychologique, et toute forme de discrimination, de harcèlement et de violence, dont les violences à caractère sexuel, est une atteinte à ce droit. En conséquence, toute manifestation de ces comportements au collège est inacceptable et ne sera pas tolérée. Et là, je lis toujours. La politique se veut donc un message clair qu'au Collège Annecy, c'est tolérance zéro quant à la discrimination, au harcèlement psychologique et à la violence, incluant la violence à caractère sexuel. Si vous lisez ces politiques-là, vous allez voir qu'il y a des principes généraux qui sont tout aussi intéressants. Et parmi ces principes généraux-là, les politiques rappellent les obligations de civilité de chacun des membres de la communauté. Donc, on parle autant ici de nos étudiants qu'on parle de nos employés au collège. Et également, elle rappelle que la prévention, c'est une responsabilité partagée, c'est-à-dire une responsabilité qui nous appartient chacun individuellement et qui appartient à l'ensemble de la collectivité. Et cette responsabilité-là, comment elle se déploie, comment ça se manifeste, c'est que chacun d'entre nous, on est invité à poser des actions pour prévenir et, lorsque c'est porté à notre connaissance, à faire cesser des situations de harcèlement, de discrimination ou de violence, dont les violences à caractère sexuel. Pour faire vivre ces politiques-là, parce que moi j'aime bien dire que les politiques, c'est pas du papier, c'est du vivant, ça doit percoler sur le terrain dans nos activités quotidiennes. Donc, évidemment, un des moyens dont s'est doté le Collège Annecy, c'est la création du BIP en 2019, suite là, à l'adoption de la loi 22 au Québec, là, qui vise à prévenir et contrer les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, au BIP, je vais passer relativement rapidement pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le bureau. Le mandat au bureau est vraiment de coordonner les différentes actions de prévention, mais aussi d'intervention et de formation. Également d'accueillir de façon confidentielle, sans jugement, les personnes qui viennent soit poser des questions, émettre des préoccupations au sujet de ces deux politiques-là, venir dénoncer, venir signaler des situations dont ils auraient été témoins et éventuellement, parfois, porter plainte également. Il y a une mission dans le mandat d'informer, donc quelles sont les ressources, les recours possibles. Il existe différentes avenues pour régler les situations, pour accommoder, pour accompagner les personnes dans ce qu'elles vivent et différentes formes d'accompagnement qui peuvent être offertes par le BIP, mais aussi par l'ensemble des services au collège et à l'extérieur du collège. Donc, le BIP, c'est le principal outil finalement sur le terrain pour faire vivre ces deux politiques-là, mais comme Stéphanie l'a dit, c'est une responsabilité partagée. Alors, on a eu envie de vous présenter peut-être pour la suite quelques clés. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place individuellement, collectivement, puis au niveau du collège. Alors, 7 minutes de publicité terminée, on revient à la présentation principale. Alors, je fais des blagues, là. En somme, si je vous résume ce qu'on a vu, autant au niveau de la science que des sondages auprès des personnes que de nos politiques, un climat de travail sain et sécuritaire, c'est un climat qui est exempt de harcèlement psychologique, de discrimination, de violence, dont la violence à caractère sexuel et, vous l'avez compris, d'incivilité. C'est un environnement pour qu'il soit sain et sécuritaire, qui donc empreint de civilité. De quoi on parle quand on parle de civilité? Ça vaut peut-être la peine là, de le clarifier. Je tourne mes pages en même temps. Ça réfère la civilité en fait aux différents comportements et attitudes de savoir-vivre. On va parler de courtoisie, on va parler de politesse, on va parler d'un milieu respectueux, harmonieux. Fait que vous voyez que ce sont des termes qui sont utilisés quand on définit la civilité, qui nécessitent parfois de préciser, d'expliciter ce que chacune des équipes, par exemple, ou dans notre classe, de quoi on parle, à quoi on s'attend quand on parle de civilité, de respect, d'un climat harmonieux. Alors,
il y a un travail à faire, on verra éventuellement, parfois collectivement, mais aussi individuellement, de définir à quoi on s'attend quand on parle de civilité entre nous pour que ça puisse effectivement correspondre, qu'on puisse se comprendre les uns les autres. Alors, en somme, le respect de ma dignité, de mon intégrité, j'ai de la misère à me lire, je vais me tasser, merci Stéphanie, de ma différence, de mon autonomie et de mes idées. Ça a l'air simple tout ça, mais évidemment, si vous êtes une majorité d'enseignants, d'enseignantes là, dans la salle, vous savez encore mieux que moi, mieux que nous, que c'est pas toujours simple de composer avec l'ensemble de ces critères-là ou de ces éléments-là, où parfois ils sont un petit peu mis à viennent nous chicoter. On doit se redéfinir ou en tout cas y réfléchir. Puis j'espère que la suite là, de la présentation pourra éventuellement fournir quelques clés, quelques pistes supplémentaires. Donc, différents niveaux, parce que des clés, il en existe une multitude, vous en possédez une multitude, vous en connaissez plusieurs. Donc, au niveau individuel, on a un moyen de prendre certaines actions selon le contexte, selon qui on est, selon notre vécu aussi, au niveau collectif et au niveau du collège. Je vais aborder dans ces clés-là l'idée, je m'adresse d'abord et avant tout aux enseignants, mais évidemment, il y a moyen de transférer, là, peu importe le rôle que vous occupez, mais sur deux plans. Donc, la posture de l'enseignant, de l'enseignante en classe et la posture de l'enseignant, de l'enseignante comme collègue. Donc, en assemblée départementale, par exemple, dans les réunions. Fait que je vous invite à transférer aussi là, dans votre tête de jongler avec ces deux postures-là. Au plan individuel, donc, il existe un certain nombre de clés. Donc, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. D'abord et avant tout, la connaissance de soi, puis la gestion de soi, qui sont les deux premiers piliers de l'intelligence émotionnelle. Ce qui permettent, en fait, c'est de connaître nos propres signaux d'alarme qui témoignent de la présence souvent d'une émotion. Une émotion, c'est une information. Et à partir du moment où on est en mesure, en fait, de déceler nos signaux, on sera plus à même de s'auto-réguler. On fait référence ici au fait d'être en mesure de prendre en charge l'émotion, de façon à ce qu'elle ne nous envahisse pas. Ce qui fait que plus on sera en mesure, en fait, de s'auto-réguler, de se connaître, de connaître nos limites aussi, plus on sera en mesure d'utiliser les différentes clés qui sont, par exemple, nommer mes attentes, connaître mes propres limites, les faire respecter également. Souvent, les émotions qui viennent prendre de l'ampleur, quand on reconnaît ces signaux-là d'alarme, ça nous indique aussi qu'il y a des besoins qui sont comblés ou qui ne le sont pas. Hein? Donc, ça nous indique notamment qu'une limite a été franchie. Puis, pourquoi c'est important? Bien, évidemment, parce que ça fait partie du rôle, du métier, notamment d'enseignant, mais pas que, d'être en mesure éventuellement de faire respecter un certain nombre d'attentes, de limites claires pour assurer l'environnement qui soit sain et sécuritaire pour l'ensemble des personnes dans notre classe et éventuellement dans notre équipe de travail. Si on attend que nos limites personnelles ou celles du groupe ou celles de l'organisation soient franchies, et ce, à répétition, avant de s'affirmer, ce qui est effectivement pas toujours simple à faire, mais les risques sont plus élevés pour soi. On a vu les facteurs de risque individuels tout à l'heure, donc les risques de détresse psychologique deviennent plus grands. Ils sont aussi plus élevés les risques de réagir à notre tour par de l'incivilité ou par de l'agressivité ou par de la violence éventuellement, et éventuellement contribuer malgré nous à maintenir un climat qui peut être parfois dysfonctionnel ou malsain. Développer sa capacité à écouter les besoins d'autrui aussi. Donc, autant nos étudiants que nos collègues, cette écoute-là, cette ouverture-là, c'est une clé importante. Écouter, ça ne veut pas dire être d'accord. Et accueillir les besoins de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement en mesure d'y répondre. Par contre, si je suis écoutée, si je suis entendue, si je suis considérée, ben j'existe dans la relation. Il y a de l'altérité. Et ça, c'est un facteur de protection parce que ça permet d'augmenter un certain niveau de confiance. Alors, cette écoute-là, ça fait partie des clés importantes.
être capable de se mettre parfois en parenthèse pour aller voir un petit peu visiter le monde de l'autre. Qu'est-ce qui se passe du côté de mon collègue, de ma collègue? Peut-être que pour moi, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de limite qui est franchie, mais je suis en mesure parfois d'observer, soit par un certain inconfort avec lequel je peux peut-être manœuvrer, mais je suis quand même témoin que pour d'autres, ça a l'air d'être moins facile de manœuvrer à travers cet inconfort-là. Il y a peut-être une limite qui a été franchie pour moi, peut-être pour d'autres aussi. Donc, d'être témoin de ça, d'être à l'affût de ça, d'être à l'écoute de ça, ça va faire partie des clés dont on dispose individuellement. Je suis consciente que ce n'est pas toujours possible. OK? Là n'est pas la question, mais c'est important parfois de se rappeler qu'on a un pouvoir d'action. Et ça commence par se connaître nos limites, être en mesure d'affirmer ses attentes, être en mesure de faire respecter aussi nos limites. On verra tout à l'heure un peu plus peut-être comment, à certains moments, est-ce qu'on peut y arriver en classe ou avec les collègues. Lorsque je vis moi-même une situation qui est inacceptable, qui est inconfortable ou qui est inacceptable, encore là, plusieurs clés sont possibles. La clé d'en parler, encore une fois, si je veux prévenir le facteur de détresse psychologique, ça fait partie des clés dont je dispose d'aller en parler avec des collègues, en parler avec des ressources spécialisées, mais de ne pas laisser nécessairement la situation se dégrader ou me monter, prendre tellement d'ampleur, en fait, que je devienne à moi-même vivre des conséquences là, néfastes de ça. Donc, en parler, c'est clairement une clé à la disposition. Maintenant, j'aime bien dire, c'est important de savoir à qui on en parle, parce que parfois, nos collègues qu'on apprécie énormément, en qui on a confiance, c'est peut-être pas toujours les meilleures oreilles pour accueillir ce qu'on a à dire, parce que différentes raisons, mais notamment, on ne veut pas qu'ils soient placés dans une situation à la fois inconfortable pour eux, pour elles, et parfois, qui a déjà connu là, des conflits qui se sont envenimés ou qui ont escaladé, on se met tous à risque aussi là, de créer des clans finalement dans une équipe de travail, par exemple. Donc, en parler, dénoncer, évidemment, ça fait aussi partie des options possibles dans le bon lieu, aux bonnes personnes, mais aller dénoncer des situations inacceptables, c'est comme ça, en fait, que le collège, les instances peuvent prendre action. Évidemment, si ça ne se rend pas aux lieux qui sont prévus pour prendre action, ça va être plus difficile de mettre en œuvre les clés plus organisationnelles, les clés du collège. Exprimer une limite claire, j'y reviens. Je vous parle rapidement d'affirmation. En fait, on fait référence aussi à l'assertivité parfois comme terme. S'affirmer, c'est être en mesure de parler de soi, de ses idées, de ses besoins au jeu, mais dans le respect. Donc, en restant quand même ouvert à ce que l'autre personne ait une autre lecture ou une autre posture par rapport à ça. Et donc, là, vous pouvez imaginer une espèce de continuum entre le comportement plutôt passif où, à certains moments, pour différentes raisons, je pourrais choisir de ne pas nommer, de ne pas m'affirmer, de garder pour moi cet inconfort-là. Et à l'autre extrême de mon continuum, on va parler du comportement agressif où, en fait, je vais m'exprimer, je vais l'exprimer ma limite, je vais exprimer le fait que je trouve ça inacceptable, mais d'une façon qui va constituer de l'agressivité, voire de la violence verbale. Donc, on veut trouver cet équilibre au centre qui s'appelle l'affirmation de soi et qui peut être fait de façon très claire, hein, de façon très assertive, en fait, et qui peut, évidemment, n'a pas de garantie sur comment l'autre personne va recevoir une limite claire de façon affirmative, mais à tout le moins, nous, on aura été en mesure, après ça, de sentir qu'on a nommé, qu'on a dit, et éventuellement, on pourra être en mesure de passer à une autre étape si cette affirmation-là, le fait de faire respecter nos limites, est franchi à nouveau. Au niveau des clés individuelles, on se retrouve parfois dans une posture où on va être témoin de situations qui peuvent être inacceptables. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs choses possibles, mais prendre la conscience de notre posture, être en mesure d'évaluer, est-ce que je suis en position d'autorité ici ou pas? C'est quoi le lien de confiance? C'est quoi la situation qui se passe là devant moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en danger ou qui pourrait être en danger actuellement? Est-ce que je suis la meilleure personne pour intervenir? Est-ce que c'est le bon moment?
Donc, plusieurs questions. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une lecture un petit peu méta de la situation quand on est témoin pour être en mesure de se situer par rapport à ça comme témoin. Comment j'ai envie ou pas, en fait, d'intervenir, de prendre action. Connaître ses responsabilités puis ses obligations aussi. Est-ce que je suis dans une situation ici où, par exemple, si je suis en position d'autorité, parce que dans une classe comme enseignant, comme enseignante, on a une posture d'autorité. Et si je n'interviens pas devant de l'incivilité, devant un commentaire discriminatoire, ben quel rôle est-ce que je suis en train de jouer à ce moment-là comme témoin de cette situation-là? Alors, pour vous guider là-dedans, je vous présente le continuum du témoin qui a été développé là, par le bureau à l'Université de Montréal, le bureau d'intervention en matière de prévention aussi du harcèlement psychologique. Donc, peut-être que vous l'avez vu dans d'autres formations, dans d'autres contextes. On l'utilise notamment lorsqu'il est question de violence à caractère sexuel, mais pour toute forme de violence, ce continuum-là s'applique. Je peux être un témoin complice. Alors, par exemple, rire d'une blague d'une collègue ou d'un collègue pendant une assemblée départementale qui est un commentaire désobligeant sur une tierce personne, ben si je ris, je suis en train d'être un témoin complice finalement d'une forme d'incivilité. Je peux être un témoin passif. Alors, le témoin passif, c'est le témoin qui va parfois nier que la situation soit une situation de violence. Soit parce que je le sais pas, je m'en rends pas compte, ça se peut. Ou soit encore parce que je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer et ça peut prendre différentes formes. Je vais vous donner quelques exemples. Ben voyons donc, t'es trop sensible. On sait toujours parler comme ça dans l'équipe. Fais-toi-en pas, prends-le pas personnel. Si tu veux durer dans le métier, va falloir que tu fasses, que tu t'y fasses, parce que du monde pas fin comme ça, il y en a partout. Donc, vous voyez le genre de phrase qu'on peut entendre, qu'on peut même dire, sans nécessairement être machiavélique. Mais quand on fait ça, on est en train, en fait, d'une certaine façon, de nier ou de banaliser la violence que notre collègue, notre étudiante, notre étudiant peut-être vient de subir, d'accord? Donc, d'être témoin de ça, d'être témoin de soi-même, ça nous permet aussi éventuellement de se situer sur le continuum. On peut aussi reconnaître, mais sans poser d'action. Je le sais que c'est inacceptable. Je retourne chez nous, je me sens pas bien. Je ne sais pas quoi faire avec ce que je viens de vivre ou ce que je viens de voir ou ce que je viens d'entendre. Ça me trotte dans la tête. Et pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas de jugement ici, mais parfois, on va choisir de se fermer les yeux, les oreilles et le cœur par rapport à ce type de situation-là. Alors, quand on fait ça, on peut avoir de très bonnes raisons. Il faut juste être conscient que ça peut avoir, encore une fois, un impact, en fait, sur nous-mêmes, d'abord, sur le groupe, sur la personne victime. Si on a envie d'agir, il y a différentes possibilités. Comment être un témoin actif? Alors, la première des puces du témoin actif vous parle en fait de prendre une action. J'ai le goût de l'appeler en 3D. Je trouve que c'est une belle façon de le retenir. Donc, en 3D, mais d'abord, il faut que je reconnaisse que la situation est une situation de violence. Je peux avoir une approche directe, je peux distraire ou je peux déléguer. Donc, c'est nos 3D. L'approche directe, différentes formes, mais on va parler ici d'une approche qui vise à faire cesser le comportement dont je suis témoin de façon directe. Donc, ça peut être en qualifiant le comportement, par exemple. Là, ça, c'est une blague sexiste. Je suis pas à l'aise avec ça. Donc, vous voyez, on revient vers l'affirmation, la façon de mettre une limite, de nommer sa propre limite ou ses attentes. Ou encore, ce commentaire-là, c'est un commentaire qui est discriminatoire pour la personne qui est en situation de handicap ici. Donc, on peut décider d'avoir une approche directe. Là, je parle de comportement, je parle de propos. Évidemment, si on est devant une situation de violence, par exemple physique, on va se demander, est-ce que je me mets à risque d'intervenir directement? Parfois, on va privilégier de distraire ou de déléguer. Okay? Donc, distraire en classe, par exemple, ben, on n'est pas sûr de ce qui se passe dans le fond. Il y a des gens qui ont l'air de rire peut-être d'un autre étudiant, d'une autre étudiante, où on entend des propos qui sont vraiment disgracieux. Ben, on peut décider
si on n'est pas à l'aise d'avoir une approche directe, de distraire. Donc, on va proposer une pause, on va s'approcher puis poser une question à un étudiant, une étudiante. Le but encore reste de faire cesser le comportement. Et les études montrent que dès que des témoins prennent action, de façon directe ou indirecte, les comportements cessent là, dans les secondes, voire les minutes. Donc, vous avez un rôle comme témoin actif, évidemment, en classe. Déléguer, ben là, on va déléguer à des ressources parfois spécialisées, soit parce qu'on n'est pas à l'aise, soit parce qu'on juge qu'on n'est pas la bonne personne. Toutes sortes de raisons utiles, mais de faire quelque chose, déléguer, c'est faire quelque chose, c'est prendre action. Donc, encore une fois, on viendra vers les ressources au collège tout à l'heure. Donc, à part les 3D, je vais me déplacer ici pour voir mon écran, approfondir ses acquis sur le sujet, bien, tout ce qui concerne évidemment la connaissance, les connaissances, de quoi on parle quand on parle de violence sexuelle, de quoi on parle quand on parle d'incivilité, est-ce que ce que je vis ou ce qu'on vit dans notre équipe, ça s'appelle de l'incivilité ou pas? Donc, de chercher à approfondir ses connaissances, c'est une façon d'être un témoin actif, même si on n'est pas en train d'intervenir sur une situation précise. Même chose, sensibiliser les autres. On pourrait être dans une posture d'influence dans notre équipe auprès de nos collègues, auprès de nos étudiants, nos étudiantes, pour faire en sorte peut-être qu'ils approfondissent leurs acquis sur le sujet. Soutenir et encourager la victime. Encore une fois, ici, de s'assurer que cette personne qui vient parfois se confier à vous, par exemple, soit entendue et qu'on reconnaisse qu'elle a des besoins, sans qu'elle soit jugée, sans que vous ayez, vous, à vous placer dans une posture de thérapeute, d'enquêteur, de médiateur. Ce n'est pas votre rôle. Mais que cette personne-là ait un accueil chaleureux et qu'elle sache qu'il y a des ressources, eh bien, ça, c'est déjà énorme. C'est une façon de soutenir puis d'encourager, évidemment, la personne victime. Donc, il existe une panoplie de moyens, comme témoin, d'être actif. Et je vous invite à éventuellement regarder un peu quelles sont ces clés ou ces moyens que vous auriez envie de mettre en place, davantage peut-être. S'il y en avait une à choisir, laquelle est-ce que vous aimeriez choisir? Je vais vous laisser méditer là-dessus. Je tourne mes petites pages. Au niveau du dévoilement, donc vous pouvez être appelé comme enseignant, comme enseignante et comme collègue à recevoir des confidences qui peuvent parfois aussi vous sortir de votre zone de confort pour toutes sortes de raisons. Je vous dirais que la principale clé qu'on a envie de vous donner, c'est de référer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de ne pas être à l'écoute, ça ne veut pas dire de ne pas être supportant, de ne pas être empathique, mais les risques sont grands quand on se place dans une posture de thérapeute ou d'enquêteur ou de médiateur, de se retrouver soi-même après ça avoir besoin d'aide. Hein? Donc, il existe des ressources qui sont là pour soutenir les personnes et vous-même aussi, quand on reçoit des confidences qui peuvent être dures ou lourdes à porter, il ne faut pas hésiter à aller chercher là, parmi ces ressources-là. Stéphanie va en parler un petit peu plus tout à l'heure par rapport aux clés organisationnelles. J'ai envie de pointer sur le deuxième qui concerne les éclaireurs. Donc, ici au collège, là, nos politiques inclut la présence d'éclaireurs. Puisque le BIP est le guichet unique, ben, on a choisi de former des gens, des employés pour l'instant, ce sont des employés au collège de tous les services, de tous les départements, peut-être pas de tous les départements, mais en tout cas, on s'assure de couvrir l'ensemble des départements et des lieux physiques au collège. Donc, les éclaireurs, vous allez voir là éventuellement peut-être un lancement un peu plus officiel avec un visuel aussi pour les repérer dans le collège. Ils sont formés, une quarantaine jusqu'à maintenant, d'autres continuent d'être formés là, cet hiver. Ils sont vraiment formés pour accueillir, savoir comment accueillir ce type là, parfois là, de situation-là en lien avec la discrimination, les violences sexuelles, le harcèlement psychologique. Donc, ce ne sont pas des thérapeutes, mais ils sauront vous guider vers les bonnes ressources. On passe aux clés collectives. Donc, individuellement,
plein de choses possibles, collectivement, parce qu'on est des individus qui travaillons dans un collectif, dans des équipes de travail, dans des assemblées départementales. Qu'est-ce qui appartient au groupe? Alors, plusieurs clés aussi. On a parlé de facteurs de protection organisationnelle tout à l'heure. Bien, qu'est-ce que collectivement on peut se donner comme moyen pour assurer un environnement sain, sécuritaire? Vous les voyez à l'écran. Je vais peut-être pister sur quelques clés collectives importantes. Les clés en lien avec la clarification, j'en ai parlé en introduction, mais la clarification de nos normes, de quoi on parle quand on parle de civilité ensemble dans un collectif comme une équipe de travail. Comment est-ce qu'on veut faire vivre ça, nous autres, le respect? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Quelles sont les limites qu'on se donne collectivement? Et à ce moment-là, ça devient plus seulement des limites individuelles ou des sensibilités individuelles, mais on se donne un cadre de fonctionnement comme vous faites probablement en classe. Quel est le cadre dans lequel je souhaite que la session se déroule avec mes étudiants, mes étudiantes? On va se donner un certain nombre de balises. Ben ça, ce sont des responsabilités après collectives. Donc, le groupe s'assure de faire vivre après ces normes-là au quotidien. Préciser les attentes, on y revient. Valoriser la rétroaction. Plusieurs chercheurs parlent de cet aspect-là. Je trouve ça intéressant de le remettre en lumière. Quand on est dans une culture, dans un milieu, dans une équipe qui valorise la rétroaction, ben, on revient à cette idée qui a été nommée par Stéphanie tout à l'heure. Il y a de l'espace pour prendre des risques, pour être vulnérable, pour se tromper, parce qu'on sait que collectivement, on va être en mesure de se donner du feedback à la fois positif, critique si nécessaire, mais toujours dans un cadre civil, respectueux. Alors, quand on est dans une culture comme ça de rétroaction possible, ben, on prend plus de risques, on est plus créatif, on est capable de valoriser aussi l'intelligence collective du groupe. C'est moins menaçant de s'essayer ou de partager même des idées du contenu parce que on est capable de se parler franchement, de se donner une rétroaction qui va être constructive pour améliorer, pour être plus efficace, pour être plus fonctionnel. Respecter ses engagements, on en a parlé, je pense que dans le sondage, Google aussi s'était ressorti cette notion d'engagement. S'ouvrir, s'éduquer et développer une écoute empathique, on revient à cette idée d'être en mesure de développer cette capacité à écouter, à entendre, à accueillir, en acceptant de se mettre entre parenthèses temporairement, sans que ça nous mette dans une posture où on se sent obligé d'adhérer. Donc, on peut accueillir sans être d'accord au final. Et enfin, s'engager collectivement pour faire une différence, évidemment, sur notre milieu. On a également des clés au niveau du collège et je vais profiter dans le fond de la présentation de ces clés-là pour vous expliquer un petit peu certains processus en lien avec la PO 34, PO 35, parce qu'on a souvent des questions. Alors, comme je vous le disais d'entrée de jeu, on a des conventions collectives, on a des politiques, mais on a aussi des règlements au collège qui traitent de nos engagements là, pour favoriser le climat de travail sain et sécuritaire. Et la question que vous vous posez souvent, c'est mais qu'est-ce que je fais concrètement quand soit je vis une situation que je vais qualifier d'inconfortable dans certains cas, parce que je suis pas certain, j'ai de la difficulté à repérer, c'est-tu bien, c'est-tu mal, c'est-tu normal que je vive ça, donc on est dans l'inconfort, et des fois, c'est clairement une situation inacceptable. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis aux prises ou que je suis confrontée à ce type de situation-là? Bien, vous avez beaucoup de gens qui sont là pour vous aider. D'abord, je vais vous parler du BIP. Le BIP peut vous aider à faire la lumière sur la situation vécue. Parfois, je vous l'ai dit, c'est difficile de reconnaître ou de nommer ce que je suis en train de vivre. Alors, des fois aussi, c'est comme une attaque à son ego, de dire comment ça, je suis pas capable d'aller demander de l'aide. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis pas capable de me défendre de ça? Puis ça, souvent, c'est générateur de beaucoup de stress puis beaucoup de détresse. Mais le BIP est là pour vous accueillir. Puis l'avantage, c'est que tout ça, c'est fait en toute confidentialité. C'est ça l'engagement du BIP, pas de jugement, écoute empathique et on va explorer avec vous les solutions et tout ça va se faire dans la confidentialité. Puis là, je dis on, mais en fait, c'est Valérie qui va faire ça avec vous et la confidentialité, c'est vraiment entre Valérie et vous. Donc, vous pouvez y aller comme personne qui vit cette situation-là ou aussi comme personne qui est témoin de la situation. On vous a dit tout à l'heure, vous pouvez participer à prévenir ou à faire cesser.
Si vous vous questionnez, ben Valérie est là pour vous orienter. Le BIP est là aussi pour recevoir des signalements. Donc, vous voulez porter à notre connaissance ou à la connaissance de l'organisation une situation inconfortable ou inacceptable. Lorsqu'on reçoit un signalement, Valérie va l'analyser, elle va prendre toute l'information auprès de vous et ensuite, elle va le diriger vers ce qu'on appelle l'autorité compétente. Est-ce que ça relève des ressources humaines? Est-ce que ça relève plutôt du DAEPE? Est-ce que ça relève de votre gestionnaire? Qui donc est le plus habilité pour faire cesser la situation ou intervenir ou sensibiliser par rapport à la situation? Et vous pouvez également faire une plainte pour harcèlement, pour violence ou pour discrimination, si c'est ce que vous croyez vivre. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Valérie va colliger, elle peut même vous aider à remplir votre plainte. Et ensuite de ça, ce sera dirigé vers moi. Et c'est moi qui va faire l'analyse de ce pour voir si, à première vue, il y a apparence de harcèlement, de discrimination et de violence. Donc, je vais me référer à nos politiques, je vais me référer aussi à la loi sur la santé et sécurité au travail, la loi sur les normes, pour voir est-ce que, en apparence, quand je regarde les éléments que vous rapportez, il y a harcèlement, discrimination ou violence. Et si la réponse est oui, bien, selon qui est la personne, l'auteur présumé de cette violence-là, bien, je vais travailler en collaboration soit avec la direction des affaires étudiantes si cette personne, on l'appelle le mise en cause ou la mise en cause est un étudiant. Si c'est un cadre, je vais travailler avec Nathalie Vallée. Et si c'est un professionnel ou un enseignant, à ce moment-là, je vais garder le dossier et c'est moi qui verrai à faire une enquête pour faire la lumière sur la situation, puis éventuellement, ben, voir comment on va continuer à travailler ensemble si c'est possible et est-ce qu'il y a effectivement là, une situation inacceptable. Alors ça, c'est le rôle du BIP, puis c'est notre rôle d'information, dans le fond, et de soutien, notre rôle de recevoir les signalements et celui de recevoir les plaintes. Mais il n'y a pas juste le BIP qui est là pour vous aider. Vous avez aussi vos RCD. Là, je m'adresse plus aux enseignants. Vous avez votre RCD qui peut vous aider, surtout si la situation qui est vécue ou constatée concerne plutôt la gestion de votre groupe, la gestion des comportements difficiles ou des comportements que je qualifierais de turbulents dans la classe. Alors souvent, le RCD, qui est un de vos pairs, peut vous supporter, souvent le groupe peut vous supporter pour trouver là, des solutions pour faire cesser la situation. Vous avez aussi vos gestionnaires qui sont là, qui sont tout à fait habilités et volontaires à vous supporter dans ce type de difficultés-là. Alors, vos gestionnaires, les DAEPE, peuvent vous soutenir et eux peuvent prendre des moyens aussi concrets pour faire cesser la situation. Il y a les ressources humaines qui sont là aussi pour vous aider, qui peuvent vous recevoir, peuvent recevoir vos signalements, vos plaintes. Alors, surtout quand c'est un père ou un supérieur, ça peut être intéressant là, de vous diriger vers les ressources humaines. Et bien, vous avez votre syndicat. Alors, qui peut également vous guider, vous conseiller, puis même vous représenter dans certaines situations. Alors, ils peuvent aussi être de bons conseils pour vous. Et finalement, en plus de tous ces gens-là, n'oubliez pas que vous avez votre programme d'aide aux employés qui peut vous soutenir. Des fois, on a besoin du soutien d'un professionnel pour passer à travers la situation. Ça peut être difficile, même une fois qu'on a dénoncé une situation. Les processus, des fois, peuvent nous sembler ardus, nous sembler longs. Bien, des fois, d'avoir le support d'un professionnel pendant la situation, c'est aussi très, très aidant. Dans le fond, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée. Alors, vous prenez l'entrée avec laquelle vous êtes à l'aise, la porte d'entrée, parce que tous les acteurs dont je viens de vous parler sont là pour, vous soutenir et avec votre approbation, relayer l'information vers l'employeur qui, lui, va pouvoir faire cesser la situation et même, dans certaines situations, bien, rendre la personne responsable de la situation là, imputable de ces faits et gestes. Alors, en somme, vous voyez, vous avez beaucoup d'aide qui est disponible et qui est très proche de vous. Vous avez beaucoup d'aide de proximité. Alors, n'hésitez pas, quand vous avez des préoccupations, à aller en faire part là, à une de ces personnes. Ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous dire et on aurait envie maintenant de retourner vers vous puis de savoir ce que vous retenez de notre présentation d'aujourd'hui.
Alors, j'ai une première question. J'afficherai pas vos réponses parce qu'elle est plutôt introspective. Et ce que j'aimerais savoir, puis vous pourrez après venir nous en parler si vous voulez, c'est plus qu'est-ce que vous auriez personnellement besoin pour augmenter votre sentiment de sécurité? Vous nous avez entendu, on vous a présenté des clés, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous auriez besoin là, pour avoir envie de vous mobiliser puis d'aller commencer à utiliser ces clés-là? Comme je vous disais, celle-là, j'affiche pas vos réponses. La deuxième question, celle-ci, c'est parmi les clés qu'on vous a présentées, les personnelles et les collectives, lesquelles vous auriez envie d'utiliser dès maintenant? On est curieux de savoir qu'est-ce qui vous parle pour être capable, nous, après, d'ajuster notre façon d'interagir avec vous puis de vous offrir les services dont vous avez besoin. Alors, on retourne sur le même sondage que tout à l'heure. J'ai remis le code barre. Donc, si vous n'y êtes pas, vous pouvez retourner vers le code barre et donc, je vous ai mis un choix de réponse, puis je vous laisse aller. Je me sens comme aux élections quand les chiffres, les pourcentages bougent, qu'on est un peu en attente du résultat final. Il y a plusieurs personnes là, qui ont répondu. Il y a 60, si je vois bien, là, 63 participants. C'est tout ça en bas à droite? Donc, à peu près une trentaine de réponses sur 63. Ça continue de monter. Là, c'est pas, laissez-vous pas influencer parce que vous voyez comme réponse à l'écran. Je vois là tranquillement une petite tendance qui semble se dessiner vers le respect de ses limites et les faire respecter. Et puis, ouais, plusieurs éléments aussi. Valoriser la rétroaction, ça semble avoir été une clé qui vous a plu ou qui vous parle, que vous avez envie d'essayer. Nommer mes attentes, ouais, 12, 11, 13. En équipe, se donner des moyens, préciser ses attentes aussi collectivement. Donc, c'est varié. Il y a des réponses un peu partout. Merci de prendre le temps. C'est sûr que l'idée de ce type de sondage-là, c'est aussi de voir quel pas on a envie de franchir, dans quoi on a envie de s'engager. C'est très personnel comme réflexion, puis possiblement, puis c'est ce que je souhaite, vous pourrez faire percoler aussi un certain nombre de ces clés-là dans vos équipes, auprès de vos pairs, auprès de vos collègues, pour voir s'il y a une volonté collective de s'engager dans l'une ou l'autre de ces clés-là également. Je pense qu'on a pas mal eu toutes les réponses. Chantal, on a réussi notre défi. Il nous reste 5 minutes, donc on va avoir le temps de prendre vos questions ou d'interagir avec vous. On avait peur de ne pas réussir, mais je constate qu'on a réussi. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer avec des questions qu'il y aurait eu dans le chat. Autrement, bien, Il y a les micros, un micro qui est ici à l'avant. Il y en a un autre à l'autre bout. N'hésitez pas si vous restez avec des préoccupations, des doutes ou des commentaires. Il nous reste un petit peu de temps pour ça. merci.
Alors, merci beaucoup, mesdames. C'était vraiment, vous étiez parfaites, très bien préparées et c'était très intéressant. Alors, je vous remercie infiniment. C'est pas, ce ne sont pas des sujets simples, faciles à rentrer dans un format aussi court. Alors, vous avez énormément parlé disons, d'action à entreprendre si toutefois il y avait des problèmes de harcèlement ou de violence à caractère sexuel dans les équipes. Moi, ma question, elle est à l'effet de le bureau d'intervention et de prévention. Il y a le P dans le BIP. Donc, Valérie, tu es disponible pour être invitée dans les départements si toutefois des assemblées départementales ou des équipes de travail dans les services souhaitent justement mettre en place afin de prévenir plutôt que de guérir. Absolument. Merci Nathalie de le préciser. Ça fait partie de mon mandat. Puis en fait, pour pouvoir faire ce type d'intervention préventive, ben, c'est sûr que l'idée, c'est que oui, on puisse venir cogner à ma porte, puis venir s'informer, puis voir, écoute, est-ce que ça, c'est possible? Animer des ateliers sur la civilité, l'incivilité, la gestion des conflits au travail, c'est toutes sortes de formes qui permettent en fait de prévenir une escalade, une dégradation. Quand on parlait des facteurs de protection, ça en fait partie. Plus l'équipe se connaît, se donne des moyens de régler les situations éventuelles de conflits, d'incivilité, plus il y a de cohésion, moins on sera sollicité pour des situations de harcèlement éventuellement. Oui. Alors, j'ai une question ici d'une personne connectée. Est-ce que la loi sera modifiée pour ne pas permettre aux agresseurs, employés syndiqués, de préserver leur anonymat suite à une plainte reçue et retenue? Euh, Bon, c'est une excellente question, pas à ma connaissance. Ce que je sais qu'il y a eu comme changement important, c'est maintenant les victimes de violences à caractère sexuel ont le droit de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec leur plainte et s'il y a eu une sanction, quelle sanction a été imposée là, à l'auteur de la violence à caractère sexuel. Donc ça, c'est un énorme changement, là. Ça fait des années que je pratique dans ce domaine et c'est une des plus grandes frustrations qu'avaient les victimes, surtout dans les milieux de travail, parce que la confidentialité des dossiers disciplinaires des employés faisait en sorte qu'ils n'avaient jamais accès à cette information qui fait partie de la guérison, de savoir, voici ce que j'ai vécu, ça se nomme comme ça, et voici comment ça a été sanctionné. Alors, ça, c'est vraiment un beau pas, c'est un amendement récent, mais à ma connaissance, pour le moment, il n'y aura pas de dénonciation, il n'y a pas de possibilité de dénonciation ou de nommer de façon publique le nom d'une personne qui aurait été l'auteur d'une violence, d'un harcèlement ou discrimination. Merci. J'ai une autre question, à moins qu'il y ait quelqu'un, non, dans la salle. Dans le cas d'étudiants harcelés psychologiquement par un enseignant, quels mécanismes sont en place pour éviter les représailles ou crainte de représailles? Alors, notre politique, elle est très claire, hein? Les représailles ne sont pas permises et s'il y avait représailles, l'enseignant ou tout employé s'expose à des mesures disciplinaires. Donc, ça, je vous dirais, c'est le premier élément. Par ailleurs, on est très sensible quand on reçoit ce type soit de dénonciation, de signalement ou de plainte à protéger peu importe qui est le plaignant, l'auteur de la plainte, de toute représailles. Mais l'outil qu'on a, c'est vraiment dans la politique, la possibilité d'imposer des mesures disciplinaires. C'est de venir me rencontrer, de référer idéalement cette personne-là aussi au bureau pour qu'on puisse l'accueillir, cet étudiant-là, cette étudiante-là, accompagné ou non d'un RCD, d'un autre enseignant ou d'une autre enseignante. Puis peut-être ça va me permettre de préciser, tu sais, quand on reçoit ce type de dénonciation-là, de signalement-là, que de la part d'un étudiant ou de n'importe qui au collège, la confidentialité et l'étanchéité, elle est là. Moi, j'ai besoin de l'autorisation de la personne pour pouvoir acheminer de l'information à
une tierce partie. Donc, ce qui est dit dans mon bureau reste dans mon bureau tant et aussi longtemps que je n'ai pas l'autorisation explicite de la personne qui est venue me rencontrer pour dire oui, j'accepte qu'on aille de l'avant ou maintenant que je connais les différents recours possibles, je choisis ce recours-ci et je sais ce que ça implique et j'ai été informée de ça et je sais que je peux être accompagnée là-dedans. Donc, si je n'ai pas l'autorisation, bien évidemment, les moyens que le collège peut prendre vont être plus limités parce que ça va rester entre cette personne-là et moi dans mon bureau. Mais c'est une option. Certaines personnes vont dire, moi, je vis ça. Je trouve ça inacceptable, mais je ne suis pas prête, pour toutes sortes de raisons, à aller de l'avant maintenant, peut-être plus tard. Ça fait partie des options. Merci. Il y a une suite. Est-ce qu'un acte de harcèlement effectué hors du collège, par exemple sur des réseaux sociaux, est aussi pris en charge par le BIP, si ça implique des personnes du collège? Si ça implique des personnes du Sous-entendu. collège, oui, le cyberharcèlement fait partie de nos définitions du harcèlement. Et oui, absolument, ça en fait partie. Il ne faut pas hésiter à venir consulter si la personne mise en cause est aussi une personne qui étudie ou qui travaille au collège. Effectivement, de la même façon, si ça se passe à l'extérieur du collège, mais dans le cadre des activités du collège, on est en tournoi, par exemple, à l'extérieur ou on est dans une autre ville ou dans un autre lieu. Si c'est dans le cadre des activités du collège, nos politiques s'appliquent. Si je suis en stage, les politiques s'appliquent dans mon milieu de stage. Si je suis un contractuel, les politiques s'appliquent également dans mon rapport avec les employés puis les personnes qui travaillent ou qui étudient au collège. J'ajouterais aussi les activités informelles aussi, il faut être prudent. Les 5 à 7 entre collègues, souvent on a des enjeux d'harcèlement sexuel et ça se passe, puis on se dit, ouais, mais ça se passe pas vraiment collègues. Mais oui, si c'est quelque chose qui se passe de façon informelle, mais que ce n'est que des employés du collège ou des étudiants du collège, la politique pourrait s'étendre jusque-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parfait, bien, je vous remercie énormément pour votre attention, Merci beaucoup, vos tout le monde. interactions. Puis, on va être disponible au Salon des exposants. Donc, si vous avez envie d'approfondir, vous avez plus de questions, gênez-vous pas, on est là pour répondre à celles-ci. Par courriel, téléphone. Il y a toutes sortes de façons d'entrer en contact, évidemment, avec le BIP. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous rencontrer, d'échanger également. Merci pour l'opportunité, Chantal, également d'avoir pu participer à ce colloque pédagogique. Pour moi, l'environnement, ça a été rapide comme réflexion, l'environnement sain et sécuritaire. Au plaisir, tout le monde. Bon après-midi, bon colloque. C'est toi le beau du futur. Ne perds jamais ta douce rage. Et tu feras tomber des murs. On perd sa vie et chaque fois ça passe. Le mal ça parle fort, mais c'est juste des menaces. Tu iras loin, n'attends pas que jeunesse passe. Tout ira